Quand 500 millions d'euros disparaissent d'un coup, tout le monde cherche le coupable. Les auditeurs, les enquêteurs, la police financière. Mais personne ne pense à interroger celle qui nettoie les bureaux à 3 heures du matin. Personne, sauf lui. Et quand Maxime Rousseau, l'avocat le plus redouté de Paris, frappe à la porte du studio miteux d'Élise Moreau, il ne sait pas encore que cette femme de ménage aux mains gercées détient la seule preuve capable de faire tomber l'empire le plus puissant de France. Il ne sait pas non plus qu'elle va devenir la seule personne en qui il osera avoir confiance, ni qu'elle le déteste déjà. Le carnet était petit, insignifiant. Un rectangle de papier ligné acheté dans un Monoprix avec une couverture rouge délavée. Élise l'avait trouvé coincé entre 2 classeurs dans le bureau de Patricia Lemoine, la directrice financière de Valmont Capital. Elle aurait dû le laisser là. Mais ce soir-là, le soir du 23 septembre, elle avait ouvert la première page et elle avait vu les chiffres, les dates, les initiales, PLM, MB, JC, AR, et en face de chaque série de lettres, un montant. 50 millions, 80 millions, 120 millions. Total, 500 millions d'euros. Élise avait refermé le carnet. Ses mains tremblaient. Elle aurait dû le remettre à sa place. Elle aurait dû oublier ce qu'elle venait de voir. Au lieu de ça, elle l'avait glissé dans la poche de son uniforme de nettoyage. 3 jours plus tard, Valmont Capital annonçait la disparition de 500 millions d'euros. Et 6 jours après, Maxime Rousseau sonnait à sa porte. Il portait un costume qui coûtait probablement plus que son loyer annuel. Cheveux noirs parfaitement coiffés, mâchoire carrée, yeux gris qu'il a scannés comme une machine à rayons X. Élise Moreau, elle aurait dû fermer la porte. Elle aurait dû dire qu'elle ne savait rien. Qui vous envoie? Personne. Il marqua une pause. C'est justement le problème. Maxime s'appuya contre le chambranle. Trop proche, trop sûr de lui. Vous travaillez chez Valmont Capital depuis combien de temps? Qu'est-ce que ça peut vous faire? 5 ans, d'après mon enquête. Il sortit un dossier. Vous passez vos nuits dans les bureaux des gens les plus riches de France. Vous videz leurs poubelles. Vous rangez leurs secrets. Élise croisa les bras. Et alors, mademoiselle Moreau, il se pencha légèrement. Je pense que vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. Le carnet brûlait dans le tiroir de sa commode, 3 mètres derrière elle. Je ne sais rien. Mentir à la police, c'est une chose. Maxime la fixa droit dans les yeux. Mais me mentir à moi? Mauvaise idée. Vous n'êtes pas flic. Non. Un demi-sourire. Dangereux. Je suis pire. Je suis avocat. Et je travaillais pour Valmont Capital jusqu'à ce qu'ils me virent pour avoir posé trop de questions. Il se redressa, ajusta ses manchettes. Maintenant, on peut faire ça de 2 façons. Soit vous me dites ce que vous savez, soit je commence à poser ces mêmes questions à votre sujet. Et croyez-moi, je suis très doué pour creuser. Élise sentit la colère monter. Vous me menacez? Je vous protège. Son ton changea, plus doux, plus sincère. Parce que si moi je vous ai trouvé en 48 heures, ils ne vont pas mettre longtemps non plus. Le silence s'étira entre eux. 10 secondes. 20. Je ne vous connais même pas, dit-elle finalement. Non. Il recula d'un pas. Mais vous allez me connaître, parce que je suis la seule personne à Paris qui peut vous sortir de cette merde. Il lui tendit une carte. Papier épais, lettrage doré. Maxime Rousseau, avocat pénaliste. Appelez-moi quand vous serez prête à arrêter de jouer les héroïnes solitaires. Et il partit. Élise referma la porte. Son cœur battait trop vite. Elle se dirigea vers sa commode, ouvrit le tiroir, sortit le petit carnet rouge. Les initiales la fixaient. PLM, Patricia Lemoine. Si cette histoire d'une femme ordinaire qui détient un secret extraordinaire vous intrigue, abonnez-vous pour ne rien manquer. Parce que ce qui arrive ensuite va tout changer. Cliquez sur là pour être averti. Cette enquête ne fait que commencer. Élise ne l'appela pas. Pendant 4 jours, elle continua sa vie. Nettoyer les sols, vider les poubelles, rentrer chez elle à 5 heures du matin, épuisée, les genoux douloureux. Chaque soir, elle sortait la carte de Maxime, la fixait, composait les premiers chiffres de son numéro, puis raccrochait avant la première sonnerie. Pourquoi lui ferait-elle confiance? C'était un avocat. Ils travaillaient tous pour les mêmes personnes, les riches, les puissants. Mais alors, pourquoi l'avait-on viré? Elle se posait cette question en nettoyant le bureau du 28e étage, en frottant les vitres du 30e, en vidant les poubelles du 32e. Le carnet brûlait dans le tiroir de sa commode. Chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle vérifiait qu'il était toujours là, caché sous ses vieux pullovers, intact. Les initiales la hantaient. PLM, MB, JC, AR, 500 millions d'euros. Mais le 5e jour, quelque chose changea.
Quand elle arriva au 32e étage de la tour Valmont, les lumières du bureau de Patricia Lemoine étaient allumées. Inhabituel. Il était 3h20 du matin. Élise hésita. Puis elle poussa son chariot plus lentement, se rapprochant de la porte entr'ouverte. Des voix, basses, urgentes. Retrouver ce putain de carnet avant que quelqu'un... La voix de Patricia, glaciale. On a fouillé partout. Il n'est pas dans le bureau. Une voix d'homme. Michel Barbier, le directeur des opérations. Alors il est chez elle. On ne peut pas juste... On peut faire exactement ce qu'on veut. Patricia claqua quelque chose sur son bureau. 500 millions, Michel. Tu crois qu'on va laisser une petite femme de ménage nous détruire? Le sang d'Élise se glaça. Qui s'en occupe? Rousseau pose trop de questions. Il faut le gérer aussi. Maxime. Élise recula. Son chariot heurta le mur. Le silence tomba dans le bureau. C'est quoi ce bruit? Élise ne réfléchit pas. Elle abandonna son chariot et courut vers les escaliers de secours. 3 étages. 5. 10. Elle entendit des pas derrière elle. Lourds. Rapides. 28e étage. 25e. Son téléphone dans sa poche. La carte de Maxime. Elle composa le numéro en courant. 2 sonneries. 3. Rousseau. Elle haletait. Ils viennent me chercher. Un silence. Puis, où êtes-vous? Tour Valmont. Escalier sud. Étage. La porte au-dessus d'elle s'ouvrit violemment. 22, cria-t-elle. Ne bougez pas, j'arrive. La ligne coupa. Élise continua à descendre. Ses jambes brûlaient. Son cœur explosait dans sa poitrine. 15e étage. Les pas se rapprochaient. 10e. Elle déboucha dans le hall. Courut vers la sortie. Une voiture pila devant l'entrée. Portière passager ouverte. Montez, Maxime. Élise plongea à l'intérieur. Il démarra avant même qu'elle ferme la porte. Dans le rétroviseur, 2 hommes sortèrent de l'immeuble en courant. « Baissez-vous » ordonna Maxime. Elle obéit. Il prit un virage serré, puis un autre. 5 minutes de silence. 10. On peut se relever? Oui. Élise se redressa. Regarda autour d'elle. Ils roulèrent sur les quais de Seine. Où on va? Quelque part où ils ne vous trouveront pas. Il lui jeta un coup d'œil. Maintenant, vous allez me dire ce que vous avez. Elle sortit le carnet de sa poche. Le tendit. Maxime le prit d'une main, sans quitter la route des yeux. L'ouvrit à la première page. Son visage se figea. Putain de merde. C'est grave. Il rit. Un rire sans joie. C'est pire que grave, Élise. Il referma le carnet. C'est la preuve qu'ils ont volé 500 millions. Avec nom, date et signature. Signature? Les initiales. Il tapota le carnet. PLM, c'est Patricia Lemoine. MB, Michel Barbier. JC, Jean-Claude Arnaud, le président du conseil d'administration. AR. Il s'interrompit. Quoi? Antoine Rousseau. Sa voix était étrangement plate. Mon oncle. Le silence retomba dans la voiture. Votre oncle a volé 500 millions. Mon oncle m'a élevé quand mes parents sont morts. Maxime serra le volant. Il m'a payé mes études de droit. Il m'a fait entrer chez Valmont. Il tourna dans une ruelle sombre. Se gara. Et maintenant, je découvre qu'il est un putain de criminel. Élise ne savait pas quoi dire. Maxime posa son front contre le volant. Respira lentement. 30 secondes. 40. Puis il se redressa. La regarda. On va les détruire. Tous. Comment? Avec ça. Il brandit le carnet. Et avec votre témoignage. Mon témoignage ne vaut rien. Je suis juste la seule personne qui peut prouver où et quand ce carnet a été trouvé. Il se pencha vers elle. Trop proche. Vous êtes la pièce maîtresse, Élise. Que ça vous plaise ou non. Leur visage était à quelques centimètres. Elle pouvait sentir son aftershave. Bois de santal et quelque chose de plus sombre. Pourquoi vous faites ça? Demanda-t-elle doucement. Votre oncle? Mon oncle est un menteur. La mâchoire de Maxime se contracta. Et je ne laisse personne me mentir. Même pas la famille. Il recula. Ralluma le moteur. On va dans un endroit sûr. Vous allez tout me raconter depuis le début. Et demain? Demain? Un sourire. Froid. Déterminé. Demain, on déclare la guerre. L'appartement était au 6e étage d'un immeuble haussmannien dans le Marais. Parquet ancien, moulures au plafond, bibliothèque remplie de codes juridiques. C'est chez vous? Demanda Élise en entrant. Mon pied-à-terre. Maxime verrouilla la porte derrière eux. Triple tour. Personne ne connaît cet endroit à part moi. Il alluma les lumières. L'appartement était surprenant. Elle s'attendait à du cuir et du chrome. Au lieu de ça, tapis berbère, plantes vertes, photos encadrées sur les murs. Une famille. Un couple âgé. Un jeune garçon aux yeux gris. C'est vous, fit-elle en pointant la photo. Il y a longtemps.
Il disparut dans la cuisine, revint avec 2 verres et une bouteille de whisky. Vous buvez? Pas d'habitude. Ce soir n'est pas une soirée habituelle. Il lui tendit un verre. Leurs doigts se frôlèrent. Électricité. Élise détourna le regard. Maxime s'installa dans le canapé, tapota la place à côté de lui. Asseyez-vous. Racontez-moi tout. Elle s'assit. Pas trop près. Par où commencer? Le soir où vous avez trouvé le carnet. Alors elle raconta. Le bureau de Patricia, les classeurs, le petit rectangle rouge coincé entre 2 dossiers. Vous l'avez ouvert immédiatement? Non. Élise but une gorgée de whisky. Grimaça. Je l'ai pris parce que... je ne sais pas. Instinct. Et quand l'avez-vous ouvert? Chez moi, le lendemain matin. Maxime prenait des notes sur son téléphone. Vous avez dit à quelqu'un? Non. Même pas famille? Ami? Je n'ai pas... Elle s'interrompit. Je vis seul. Il leva les yeux vers elle. Quelque chose passa sur son visage. Compréhension? Pitié? Moi aussi. Le silence s'installa. Différent cette fois. Plus doux. Pourquoi vous êtes devenue femme de ménage? Demanda-t-il soudain. Parce que j'ai arrêté mes études à 18 ans pour m'occuper de ma mère. Élise tourna son verre entre ses mains. Cancer. Elle est morte 3 ans plus tard. À ce moment-là, j'avais 21 ans. Aucun diplôme. Et des dettes hospitalières. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Elle but une autre gorgée. C'est la vie. Non. Maxime posa son téléphone. C'est injuste, comme tout le reste. Il se rapprocha. Pas beaucoup. Juste assez pour que leurs genoux se touchent. C'est pour ça que je fais ce métier, Élise. Parce que le monde est une putain d'injustice. Et quelqu'un doit équilibrer la balance. Vous êtes un justicier? Je suis un homme en colère avec un diplôme en droit. Elle rit. Un vrai rire. Le premier depuis des jours. Maxime sourit. Un vrai sourire aussi. Vous devriez rire plus souvent. Vous devriez sourire plus souvent. Leurs regards se croisèrent. Trop longtemps. Élise se leva brusquement. Je suis fatiguée. Vous avez une chambre d'amis? Maxime cligna des yeux. Revint à lui. Première porte à gauche. Merci. Elle partit sans se retourner. Dans la chambre, elle s'effondra sur le lit. Son cœur battait trop fort. Qu'est-ce qui se passait? Elle le connaissait depuis quoi? 6 heures? Mais quand il la regardait comme ça... Non. Elle était là pour témoigner. Pour faire tomber des criminels. Pas pour... Son téléphone vibra. Un message de Maxime. Dormez bien. Demain, on change le monde. Elle fixa l'écran pendant 1 minute entière. Puis elle tapa. Bonne nuit, justicier. Et elle éteignit la lumière. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec l'odeur du café. Elle trouva Maxime dans la cuisine, penché sur son ordinateur portable. Il portait un jean et un t-shirt blanc. Cheveux ébouriffés, pieds nus, différents, plus humain. Bonjour, dit-elle. Il leva les yeux, sourit. Café? S'il vous plaît. Il lui tendit une tasse. Leurs doigts se frôlèrent à nouveau. Cette fois, ni l'un ni l'autre ne détourna le regard. Vous avez dormi? Demanda-t-elle. 2 heures. Il désigna l'écran. J'ai passé la nuit à analyser le carnet. Les montants, les dates, les transferts. Et c'est pire que je pensais. Maxime se frotta les yeux. Ils n'ont pas juste volé 500 millions. Ils ont créé tout un réseau de sociétés offshore. Panama, îles Caïmans, Luxembourg. En français, ils ont blanchi l'argent à travers au moins 15 pays. Si on ne les arrête pas maintenant, ils vont disparaître avec tout. Élise s'assit à côté de lui. Regarda l'écran. Des diagrammes, des flèches, des noms. Comment on les arrête? Avec ce carnet et votre témoignage, on peut aller voir le procureur financier. Il fit défiler la page. Mais il faut plus. Des preuves électroniques, des emails, des enregistrements. Comment on obtient ça? Maxime la regarda. Un long moment. Vous retournez travailler. Pardon? Ce soir, vous retournez à la Tour Valmont. Vous nettoyez les bureaux comme d'habitude. Il sortit un petit objet de sa poche. Et vous placez ça dans le bureau de Patricia. Une clé USB. Minuscule. C'est quoi? Un mouchard. Ça va copier tous les fichiers de son ordinateur et me les envoyer. Élise fixa la clé. Vous voulez que j'espionne une femme qui a envoyé des hommes me tuer hier soir? Je veux que vous finissiez ce que vous avez commencé. Vous êtes fou, probablement. Il prit sa main. Mais c'est notre seule chance. Sa paume était chaude, calleuse. Et si elle me voit, elle ne vous verra pas. Maxime serra ses doigts. Vous êtes invisible pour eux, Élise. C'est votre super-pouvoir. Mon super-pouvoir, c'est d'être pauvre. Votre super-pouvoir, c'est qu'il vous sous-estime. Il se pencha plus près. Mais moi, je vous vois. Et vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Leur visage était à quelques centimètres. Elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux gris. Maxime, Élise, la sonnette retentit. Ils sursautèrent, se séparèrent.
Maxime se leva d'un bond. « Restez ici. » Il attrapa quelque chose dans un tiroir. Un revolver. « Vous avez une arme ?» chuchota Élise, horrifiée. Paris n'est pas aussi sûr qu'on le croit. Il s'approcha de la porte, regarda par l'œilleton. Puis il se détendit. Rangea l'arme. C'est juste le coursier. Il ouvrit. Signa pour un paquet. Referma. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Élise. Maxime ouvrit le carton. Sortit un téléphone. 2 passeports. Une liasse de billets. Notre plan B. Il lui tendit un passeport. Au cas où tout tournerait mal. Elle l'ouvrit. Sa photo. Un faux nom. Marie Dubois. Vous êtes sérieux ? Toujours. Il glissa l'argent dans sa poche. S'il découvre ce qu'on fait, on aura environ 6 heures pour quitter le pays. 6 heures ? Soyez optimiste, ça pourrait être moins. Élise le fixa. Cet homme était complètement fou. Et elle allait vraiment retourner dans cette tour ce soir, avec une clé USB, pour espionner des criminels. D'accord, dit-elle doucement. D'accord, je le fais. Maxime sourit. Ce sourire dangereux qu'elle commençait à connaître. Alors préparez-vous, mademoiselle Moreau. Il lui tendit la clé USB. Ce soir, on entre en guerre. 22h30. Élise passa son badge à l'entrée de la tour Valmont. Le gardien de nuit la salua d'un hochement de tête distrait. Comme toujours, invisible. Elle prit l'ascenseur jusqu'au 32e étage. Son chariot l'attendait dans le placard de service. Désinfectant, chiffon, aspirateur. Et dans sa poche, la clé USB. Maxime l'avait briefé pendant 2 heures. Vous entrez dans le bureau, vous insérez la clé dans le port USB à l'arrière de l'écran. Ça prend 45 secondes pour tout copier, puis vous la retirez et vous sortez. Simple. En théorie. Élise poussa son chariot vers le bureau de Patricia. La porte était fermée. Elle sortit son passe, le glissa dans la serrure. Clic. Elle entra. Le bureau était immense. Vue panoramique sur Paris illuminé. Bureau en acajou. Fauteuil en cuir italien. L'ordinateur était éteint. Merde. Maxime avait dit que ça ne marcherait que si l'ordinateur était en veille. Élise s'approcha, appuya sur la souris. L'écran s'alluma. Entrait le mot de passe. Double merde. Elle sortit son téléphone. Envoya un message à Maxime. Mot de passe. Réponse immédiate. Essayez sa date de naissance. 15-03-1978. Élise tapa. 55-503-58. Mot de passe incorrect. Ça ne marche pas. Essayez à l'envers. 78-03-15. 7-03-CX-15. L'écran se déverrouilla. Élise expira. Contourna le bureau. Trouva le port USB. Inséra la clé. Une barre de progression apparut sur l'écran. Copie en cours. 12%. Elle regarda sa montre. 23h10. 25%. Des bruits dans le couloir. Élise se figea. Des voix. Qui se rapprochaient. 38%. Merde. La poignée de la porte bougea. 501%. Élise plongea sous le bureau. La porte s'ouvrit. Des talons hauts claquèrent sur le parquet. Patricia. Et une autre voix. Masculine. Michel Barbier. Pas retrouvé le carnet ? Disait Patricia. On a fouillé son appartement. Rien. Élise retint sa respiration. 64%. Alors elle l'a toujours. Ou elle l'a donné à Rousseau. Un silence. Il faut éliminer les deux. 67%. Le cœur d'Élise explosait dans sa poitrine. Tu es sûr ? Demanda Michel. Rousseau, c'est le neveu d'Antoine. Antoine est d'accord. Patricia s'assit dans son fauteuil, juste au-dessus d'Élise. La famille, c'est important. Mais 500 millions, c'est plus important. 89%. Comment on procède ? Accident de voiture. Demain soir. Sur l'autoroute A6. 95%. Les deux en même temps ? Oui. Plus de témoins. Plus de problèmes. 98%. Un bip sonore retentit. Élise avait oublié de mettre son téléphone en silencieux. « C'est quoi ce bruit ?» demanda Patricia. 100%. Copie terminée. Élise arracha la clé USB, la fourra dans sa poche. Sous le bureau, ordonna Patricia. Des pas. Élise roula sur le côté. Se glissa derrière le meuble classeur à côté. Michel se pencha pour regarder sous le bureau. Rien. J'ai entendu quelque chose. C'était probablement ton téléphone. Patricia soupira. Je deviens parano. Avec raison. Ils restèrent encore 10 minutes, discutant des détails de l'accident, du nettoyage après, de la façon dont ils partageraient les derniers millions. Puis ils partirent enfin. Élise attendit 5 minutes, 10, puis elle sortit de sa cachette, quitta le bureau, courut vers les escaliers. Elle ne s'arrêta qu'en atteignant la rue, sortit son téléphone, composa le numéro de Maxime. « Allô ? J'ai la clé. » Elle haletait. « Mais Maxime, ils vont nous tuer, demain soir. »
Accident de voiture sur la 6. Un silence. Rentrez, maintenant. J'arrive. Elle raccrocha. Elle a un taxi. Et pendant tout le trajet, elle ne put s'empêcher de penser « Demain soir, 24 heures, c'est tout ce qu'ils avaient. Vous êtes accros? Likez cette vidéo. Si vous voulez découvrir comment Élise et Maxime vont déjouer ce piège mortel. Et commentez votre théorie. Qui va les trahir? Patricia? L'oncle de Maxime? Ou quelqu'un d'autre? Vos hypothèses m'intéressent. Maxime l'attendait à la porte de l'appartement. Il la tira à l'intérieur. Verrouilla. Triple tour. Vous allez bien? Oui. Élise lui tendit la clé USB. J'ai tout entendu. Ils ont planifié. Je sais, vous me l'avez dit. Il inséra la clé dans son ordinateur. Des fichiers commencèrent à s'afficher. Des centaines, des milliers. Putain, murmura-t-il. C'est l'arche de Noé. Quoi? Tout est là. Email, contrat, ordre de transfert. Il fit défiler les pages. Avec ça, on peut tous les envoyer en prison pour 20 ans. Alors on va voir le procureur. Maxime s'arrêta, se tourna vers elle. Non. Pourquoi? Parce que le procureur financier joue au golf avec Jean-Claude Arnaud tous les dimanches. Il ferma l'ordinateur. Si on lui donne ça, il disparaît dans un tiroir et on finit au fond de la Seine. Alors quoi? On fait fuiter tout. Maxime se leva, commença à faire les 100 pas. Médias, presse, internet. On balance tout en même temps. Impossible à étouffer. C'est légal? Il rit. Élise, ils essaient de nous tuer demain soir. On s'en fout de la légalité. Il avait raison. Combien de temps il vous faut? Pour préparer tout? Maxime consulta sa montre. 12 heures, peut-être 15. Alors faites-le. Et vous? Je vais. Elle regarda autour d'elle. Qu'est-ce que je fais? Vous dormez. Il posa une main sur son épaule. Vous venez de risquer votre vie. Vous avez mérité de vous reposer. Sa main était chaude, rassurante. Je ne peux pas dormir. Alors restez avec moi. Il désigna le canapé. Installez-vous. Je travaille mieux quand je ne suis pas seul. C'était bizarre. C'était probablement une mauvaise idée. Mais Élise s'installa quand même. Et pendant les heures qui suivirent, elle le regarda travailler, taper, organiser, créer un dossier qui allait faire tomber un empire. À 3 heures du matin, il fit une pause, se servit un whisky. Vous en voulez? Pourquoi pas? Il lui tendit un verre, s'assit à côté d'elle, plus près que nécessaire. À quoi on trinque? Demanda-t-elle. À la justice. Il leva son verre. Et aux femmes de ménage courageuses. Et aux avocats fous. Leurs verres se touchèrent. Ils burent. Le silence s'installa. Confortable cette fois. Pourquoi vous faites ça vraiment? Demanda Élise. Vous pourriez juste partir, prendre l'argent du plan B et disparaître, parce que j'en ai marre de voir les riches gagner. Maxime fit tourner son verre. Toute ma vie, j'ai vu ça. Mon père était ouvrier. Il est mort à 52 ans d'une crise cardiaque parce qu'il bossait 70 heures par semaine pour payer mon école. Il but une gorgée. Et mon oncle, mon putain d'oncle qui m'a élevé, il volait pendant ce temps-là, tranquillement, légalement, avec des costumes et des sourires. Je suis désolé. Moi aussi. Il la regarda. Mais maintenant, j'ai une chance de changer quelque chose. Grâce à vous. Je n'ai rien fait de spécial. Vous avez regardé. Maxime posa son verre. Vous auriez pu ignorer ce carnet. Mais vous avez regardé. Et c'est ce qui fait toute la différence. Leurs visages étaient en proches. Trop proches. Maxime. Élise. Il se pencha. Elle ne recula pas. Leurs lèvres se touchèrent. Doucement d'abord. Puis plus fort. Plus urgent. Elle passa ses mains dans ses cheveux. Il l'attira contre lui. Le verre tomba, se brisa sur le sol. Aucun d'eux ne s'arrêta. Ils basculèrent sur le canapé, mains partout, respiration haletante. On ne devrait pas, murmura Élise entre deux baisers. Probablement pas. On a une mission. Je m'en fous. Il l'embrassa encore, plus profondément. Mais finalement, Élise posa une main sur sa poitrine, le repoussa doucement. Maxime, arrête. Il s'arrêta immédiatement, recula. Pardon, Non. Elle toucha son visage. Ne sois pas désolé. Mais, pas maintenant. Pas comme ça. Pourquoi? Parce que demain, on pourrait être mort. Elle se leva. Et je ne veux pas que notre premier baiser soit aussi notre dernier. Maxime la regarda. Longtemps. Puis il sourit. D'accord. D'accord? Quand tout ça sera fini, il se leva aussi. Je t'emmène dîner. Dans un vrai restaurant. Avec des bougies et tout. Des bougies? Et du champagne. Je préfère le vin. Alors du vin. Il prit sa main. Le meilleur vin de Paris. Elle sourit. Marché conclu. Ils se tinrent la main pendant un long moment. Puis Maxime soupira. Je dois finir le dossier. Et moi je dois dormir. Bonne nuit, Élise. Bonne nuit, Maxime.
Elle partit vers la chambre. À la porte, elle se retourna. Maxime. Oui, merci. Pour tout. C'est moi qui te remercie. Elle ferma la porte. Et pour la première fois depuis des jours, elle s'endormit en souriant. Le lendemain matin, tout était prêt. Maxime avait créé un dossier complet. 250 pages de preuves. Email, transfert, signature. Le petit carnet rouge scanné en haute résolution. Mais plus que ça. Il avait passé la nuit à organiser, à catégoriser, à créer un récit que même un enfant de 10 ans pourrait comprendre. Date par date, transaction par transaction, mensonge par mensonge. À qui on l'envoie ? Demanda Élise. Elle était assise à côté de lui. Leurs épaules se touchaient, elle pouvait sentir sa fatigue, voir les cernes sous ses yeux. Tout le monde. Il tapa sur son clavier. Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, BFM, France Info. Tous en même temps, à midi pile. Il consulta sa montre. 11h45. Dans 15 minutes, tout Paris va savoir. Il avait créé des comptes email anonymes, utilisé un VPN, crypté les fichiers, pris toutes les précautions. Mais Élise voyait ses mains trembler légèrement sur le clavier. « Tu as peur ?» demanda-t-elle doucement. Terrifiée, il ne la regarda pas. « Mon oncle, malgré tout, c'était ma famille, la seule qui me restait. Tu ne dois rien à un menteur. Je sais. » Il se frotta les yeux. « Mais ça fait mal quand même. » Élise posa sa main sur la sienne. Entrelace leurs doigts. « On peut arrêter. Partir maintenant. Tout laisser derrière. » Non. Il serra ses doigts. « On a commencé quelque chose. On doit le finir. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, qui le fera ? » Il se tourna vers elle. Ses yeux gris étaient intenses, déterminés. Combien de femmes comme toi nettoient des bureaux en ce moment ? Combien voient des choses qu'elles ne devraient pas voir ? Et combien ont le courage de parler ? Élise sentit sa gorge se serrer. « Je ne suis pas courageuse. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Il toucha son visage. « Tu as pris ce carnet, tu l'as gardé, tu es revenu dans cette tour, tu as risqué ta vie. Toi aussi. Moi, j'avais un diplôme, de l'argent, des connexions. » Il sourit tristement. « Toi, tu n'avais rien. Et tu l'as fait quand même. » Le silence tomba entre eux. 11h50. « Et ensuite ?» demanda Élise. « Après qu'on envoie tout ? Ensuite, on prend le train pour Bruxelles. » Il sortit 2 billets. Départ à 13h30. Le temps que les médias explosent, on sera déjà en Belgique. Et après Bruxelles, Londres, puis Dublin, puis... Il haussa les épaules. « On verra. Le monde est grand. Tu as déjà tout planifié. J'ai toujours un plan. » Il sourit. « C'est mon défaut. Ou ta qualité. » 11h58. Un numéro inconnu. « Allô, mademoiselle Moreau. » La voix de Patricia Lemoine. Froide, calme. « J'aimerais vous proposer quelque chose. » Élise mit le haut-parleur. Maxime se figea. « Quoi ? 2 millions d'euros. Cash. Vous oubliez ce que vous avez vu. Vous disparaissez. On ne vous cherche jamais. Et Maxime, Monsieur Rousseau a fait son choix. Mais vous êtes juste une victime des circonstances. » Élise regarda Maxime. Il secoua la tête. « Non merci, dit-elle. 5 millions. Non. 10 millions, Élise. » Patricia marqua une pause. « C'est plus d'argent que vous n'enverrez jamais dans votre vie. Probablement. Alors pourquoi refuser ? Parce que certaines choses ne s'achètent pas. Un silence. Vous allez le regretter. Peut-être, mais au moins je pourrais me regarder dans un miroir. » Elle raccrocha. Maxime souriait. 10 millions. Impressionnant. Combien tu crois qu'elle t'aurait offert ? 20 minimum. Il rit. Je suis avocat. Plus cher à faire taire. 11h58. Maxime plaça son curseur sur envoyer. Prête ? Prête. 3, 2, 1. Il cliqua. Le dossier partit. Simultanément vers 15 rédactions différentes. Ils attendirent. 1 minute. 2. Le téléphone de Maxime sonna. Un journaliste du Monde. Il refusa l'appel. 3 autres appels arrivèrent. Mediapart, BFM, France Info. « Ça marche », dit Maxime. Ils ont reçu. Son ordinateur émit un signal. Une alerte Google. Scandale financier, à Valmont Capital. 500 millions volés. Puis une autre. Patricia Lemoine accusée de fraude massive. Puis 10 autres. 20, 50. Élise regarda l'écran, fascinée. En temps réel, l'empire s'effondrait. « On a réussi », murmura-t-elle. « Presque. » Maxime éteignit l'ordinateur. « Maintenant on file. » Ils attrapèrent leurs sacs, les passeports, l'argent. Direction la gare du Nord. Dans le taxi, Élise regardait Paris défiler. « Tu vas revenir ?» demanda-t-elle. « Un jour. » Maxime prit sa main. « Quand tout sera calmé. Et en attendant ?» « En attendant,
Il se pencha, l'embrassa doucement. On découvre l'Europe ensemble. Le taxi les déposa devant la gare. Ils achetèrent des sandwichs, du café, s'installèrent dans le train. 13h30 pile, le TGV démarra. Paris disparut derrière eux. Élise posa sa tête sur l'épaule de Maxime. « C'est vraiment fini ?» ?»« Oui. » Il embrassa ses cheveux. « C'est fini. » Mais alors que le train filait vers la Belgique, le téléphone de Maxime vibra. Un message. De son oncle Antoine. « Tu as fait une erreur, mon garçon. Une très grosse erreur. » Maxime éteignit le téléphone. Mais Élise avait vu le message. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Il la serra plus fort. On s'en fout. Mais tous les deux savaient de la vérité. Ce n'était pas fini. Pas encore. L'histoire prend un tournant inattendu. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, parce que ce qui arrive à Bruxelles va tout changer. Activez-la et dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous qu'Antoine va les traquer jusqu'en Belgique? Vos théories sont les bienvenues. 3 jours plus tard, Bruxelles. Élise et Maxime s'étaient installés dans un petit hôtel du quartier européen. Chambre au 4e étage. Vue sur une ruelle pavée. En France, le scandale explosait. Patricia Lemoine arrêtée. Michel Barbier en fuite. Jean-Claude Arnaud retrouvé mort dans son bureau. Suicide apparent. Mais Antoine Rousseau restait introuvable. Il a disparu, dit Maxime en lisant les infos sur son téléphone. Ils étaient assis au café du coin. Croissant et expresso. C'est bon signe? Demanda Élise. Non. Maxime reposa son téléphone. C'est le pire signe possible. Pourquoi? Parce que les gens qui disparaissent comme ça, ils préparent quelque chose. Élise but une gorgée de café, regarda la rue. Bruxelles était belle, calme, loin du chaos parisien. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de regarder par-dessus son épaule. On devrait continuer vers Londres, dit-elle. Demain. Maxime prit sa main. Aujourd'hui, on se repose. Tu as promis un dîner, avec du vin. C'est vrai. Il sourit. Ce soir? Ce soir. Ils retournèrent à l'hôtel. Maxime prit une douche. Élise s'allongea sur le lit, ferma les yeux. Juste 1 minute. Elle se réveilla 2 heures plus tard. Maxime était assis près de la fenêtre, fixant la rue en contrebas. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien. » Mais sa voix était tendue. « Je crois que quelqu'un nous suit. » Élise se redressa brusquement. « Quoi ? Depuis hier, même homme. Blouson noir. Casquette. Tu es sûr ? » « Non. » Il se leva. « Mais je ne veux pas prendre de risques. On part ce soir. »« Pour Londres ? » ?»« Pour Amsterdam d'abord, puis Londres. » Élise hocha la tête. Ils firent leur sac. Rapidement. Descendirent dans le hall. L'homme au blouson noir était assis dans le fauteuil près de la réception. Il leva les yeux, croisa le regard de Maxime, sourit. « Merde » murmura Maxime. Il attrapa la main d'Élise. « Cours ». Ils sortirent en courant. Direction la gare du Midi. L'homme les suivait. Pas pressé. Sûr de lui. « Là » cria Maxime. Un taxi. Ils montèrent. Le chauffeur démarra. Dans le rétroviseur, Élise vit l'homme noter le numéro de la plaque. « Il nous a vus » dit-elle. « Je sais. » Maxime donna une adresse au chauffeur. Pas la gare. Un quartier résidentiel. Ils descendirent. Marchèrent pendant 20 minutes, changeant de direction constamment. Finalement, ils entrèrent dans un petit hôtel miteux. « 2 nuits » dit Maxime au récepteur. « Cash. » La chambre était minuscule. Lit double. Salle de bain commune dans le couloir. Mais au moins, personne ne savait qu'ils étaient là. Élise s'assit sur le lit, tremblante. « C'est ton oncle qui l'a envoyé ?»« Probablement. »« Qu'est-ce qu'il veut ?»« Le carnet. » Maxime s'assit à côté d'elle. « Il pense qu'on l'a encore. »« Mais on l'a donné au journaliste. »« Il ne le sait pas. » Élise posa sa tête dans ses mains. « Ça ne finira jamais. »« Si. » Maxime la prit dans ses bras. « Ça va finir, je te le promets. » Ils restèrent comme ça, longtemps. Puis Élise se redressa. « Le dîner. »« Quoi ? Tu m'avais promis un dîner. » Elle sourit faiblement. « Et je compte bien la voir. » Maxime rit. « Maintenant ? Pourquoi pas ? Si on va mourir demain, autant bien manger ce soir. » Il secoua la tête, mais il souriait. « D'accord. Donne-moi 30 minutes. » Il sortit, revint avec du pain frais, du fromage, une bouteille de vin rouge et 2 verres en plastique. Désolé. Pas très romantique. C'est parfait. Ils s'installèrent sur le lit. Partagèrent le repas improvisé. Le vin était bon. Le fromage meilleur. « À quoi on trinque ?» demanda Élise. « À nous. » Maxime leva son verre. « Et à tous les dîners qu'on aura après celui-ci. » Optimiste. Toujours. Ils burent. Mangèrent en silence pendant un moment. Puis Maxime posa son verre. « Élise ? » ?»« Oui. Si on survit à ça. » Il la regarda. « Qu'est-ce que tu veux faire ? » ?»« De ma vie ? » »« Oui. » Elle réfléchit. « Je ne sais pas. » Elle but une gorgée de vin. «
Toute ma vie, j'ai juste survécu. Je n'ai jamais vraiment pensé à ce que je voulais. Et maintenant, elle sourit. Je veux voyager, voir le monde. Pas juste pour fuir, pour découvrir. Autre chose. Étudier peut-être. Finir ce que j'ai commencé il y a 10 ans. Tu étudiais quoi? Histoire de l'art. Sérieusement? Pourquoi? Tu es surpris qu'une femme de ménage aime l'art? Non. Maxime sourit. Je suis juste impressionné. Élise rougit. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Continuer ce qu'on a commencé. Il prit sa main. Traquer les pourris. Aider les gens. Changer les choses. Justicier jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ils finirent le vin. Le fromage. Élise se leva. Alla à la salle de bain dans le couloir. Quand elle revint, Maxime était debout près de la fenêtre. « Tout va bien ?» ?»« Oui. » Il se retourna. Je regardais juste. Il s'interrompit. Leurs yeux se croisèrent. Quelque chose passa entre eux. Électrique. Inévitable. Élise traversa la pièce, se tint devant lui. « Maxime !» Il posa ses mains sur sa taille. Élise. Cette fois, personne ne les interrompit. Il l'embrassa, lentement, profondément. Elle passa ses bras autour de son cou. Ils basculèrent sur le lit. Vêtements qui tombent. Respiration haletante. « Tu es sûr ?» murmura-t-il. Complètement sûr. Et pour cette nuit-là, ils oublièrent tout. Les menaces, les poursuites, le danger. Il n'y avait que 2 personnes qui avaient trouvé quelque chose de précieux dans le chaos. Le lendemain matin, Élise se réveilla dans les bras de Maxime. Il dormait encore, cheveux ébouriffés, expression paisible. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il n'avait pas l'air d'un avocat. Il avait l'air d'un homme. Juste un homme. Vulnérable. Humain. Elle traça du doigt une cicatrice sur son épaule. Petite. Ancienne. Il remua. Ouvrit les yeux. « Bonjour », murmura-t-il. « Bonjour ». Il l'attira plus près. L'embrassa. Lentement. Comme s'ils avaient tout le temps du monde. « On devrait se lever », dit-elle contre ses lèvres. Probablement. Mais aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent là, emmêlés, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux minces. « Élise ? Peu importe ce qui arrive. » Il la regarda dans les yeux. « Je suis content que ça soit arrivé. Nous. » Elle sourit. « Moi aussi. Même si on meurt aujourd'hui, surtout si on meurt aujourd'hui. » Ils rirent, doucement. Puis Maxime se redressa, regarda par la fenêtre. Son expression changea. « Merde. » Élise se leva d'un bond. « Quoi ?» Elle alla à la fenêtre. Le soleil brillait. Le ciel était bleu. Aucun homme en blouson noir. Peut-être qu'il s'était inquiété pour rien. Peut-être que son téléphone vibra. Un message. Numéro inconnu. Elle l'ouvrit. Une photo. Elle et Maxime entrant dans l'hôtel la veille. Et un message. « On sait où vous êtes. Rendez le carnet, ou on vient vous chercher. » Élise laissa tomber le téléphone. Maxime se réveilla en sursaut. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle lui montra le message. Il le lut. Pâlit. « On part. Maintenant. » 10 minutes plus tard, ils étaient dans la rue. Direction la gare. Mais avant qu'ils n'atteignent le bout de la rue, une voiture noire pila devant eux. 2 hommes en sortirent. Costume. Lunettes de soleil. Monsieur Rousseau. Mademoiselle Moreau. Le premier homme sourit. « Veuillez nous suivre sans faire d'histoire. » Maxime recula, poussa Élise derrière lui. « On n'ira nulle part. Votre oncle aimerait vous parler. Mon oncle peut aller se faire foutre. » L'homme soupira, sortit un revolver. Ce n'était pas une suggestion. Ils furent conduits dans une villa en périphérie de Bruxelles. Salon luxueux, parquet en marbre, vue sur un jardin impeccable. Antoine Rousseau les attendait, assis dans un fauteuil en cuir, verre de whisky à la main. Il ressemblait à Maxime, même yeux gris, même mâchoire carrée, mais plus âgé, plus dur, et dans son regard, quelque chose de mort, quelque chose que Maxime n'avait pas encore. Maxime, il se leva, lentement, comme un prédateur qui n'a pas besoin de se presser. « Mon garçon, je ne suis pas ton garçon. » Antoine s'approcha, posa une main sur l'épaule de Maxime, un geste qui aurait pu être paternel, mais les doigts serrèrent trop fort. « Non ?» Il sourit tristement. « Pourtant je t'ai élevé, nourri, habillé, payé tes études. » Maxime se dégagea violemment, avec de l'argent volé, avec de l'argent gagné. Antoine but une gorgée, savoura. « Tu es jeune, tu ne comprends pas comment le monde fonctionne. »« Je comprends très bien. Tu voles les pauvres pour enrichir les riches. Je redistribue les ressources de façon plus efficace. » Antoine se dirigea vers le bar, se resservit. « Regarde-toi, beau costume, belle éducation. Tu crois que ton père ouvrier aurait pu te payer ça? Mon père était honnête. Ton père est mort pauvre. » Antoine se retourna.
Son visage était dur maintenant. Tout prétexte de tendresse disparut. Et toi, tu serais mort pauvre aussi si je ne t'avais pas pris sous mon aile. Le silence tomba dans la pièce. Élise sentait la tension. Électrique, dangereuse. J'aurais préféré mourir pauvre et honnête, dit finalement Maxime. Sa voix tremblait. Que vivre riche et pourri. Antoine le fixa. Longtemps. Puis il éclata de rire. Un rire froid, métallique. Tu parles comme ton père. Il secoua la tête. C'est touchant, vraiment. Mais aussi pathétique. Maxime rit, sans joie. Tu te dis quoi pour dormir la nuit? Antoine ignora la question. Se tourna vers Élise. Mademoiselle Moreau, la célèbre femme de ménage. Célèbre? Vous êtes partout dans les médias. La lanceuse d'alerte courageuse. Il s'approcha. Il vous aime bien. Tant mieux. Le carnet, où est-il? Disparu. Donné aux journalistes. Mentez mieux. C'est la vérité. Antoine la fixa. Longtemps. Puis il fit un signe. Un des hommes attrapa Élise. Lâche-la, cria Maxime. Le carnet, répéta Antoine. Dernière chance. On ne l'a pas. Antoine sortit un revolver. Le pointa vers Élise. Maxime. La voix d'Élise tremblait. Ne la touche pas, dit Maxime. S'il te plaît. Le carnet. On l'a vraiment donné. C'est pour ça que tout est dans les journaux. Antoine hésita. Alors pourquoi vous fuyez? Parce qu'on pensait que tu allais nous tuer de toute façon. Un silence. Antoine baissa son arme. Lentement. Tu as raison. Il sourit. C'était exactement le plan. Il leva à nouveau le revolver. Élise ferma les yeux. Bang. Un coup de feu. Mais pas du revolver d'Antoine. Il s'effondra. Du sang sur sa chemise blanche. Élise ouvrit les yeux. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte. Costume sombre. Badge de police. Interpol. Personne ne bouge. 10 autres agents entrèrent. Arrêtèrent les gardes du corps. Un inspecteur s'approcha de Maxime et Élise. Désolé pour le retard. On vous suit depuis Paris. Vous... Quoi? Dit Maxime. Le procureur européen. On enquête sur Valmont depuis 6 mois. Il sourit. Votre dossier nous a beaucoup aidé. Merci. Vous saviez qu'on était ici? Depuis le début. On a laissé Antoine vous approcher pour l'arrêter en flagrant délit. Vous nous avez utilisés comme appât? S'indigna Élise. Ça a marché, non? Maxime regarda son oncle. Toujours conscient. Du sang mais vivant. Il va survivre? Probablement. Pour passer les 30 prochaines années en prison. Antoine leva les yeux vers Maxime. Désolé. Garde tes excuses. Maxime se détourna. Prit la main d'Élise. On peut partir? Vous êtes libre, dit l'inspecteur. On aura besoin de vos témoignages, mais pas aujourd'hui. Ils sortirent de la villa. Le soleil brillait. Le ciel était bleu. Élise respira profondément. C'est vraiment fini cette fois? Oui. Maxime la serra contre lui. C'est fini. Ils marchèrent vers la rue, main dans la main. Où on va maintenant? Demanda Élise. Londres, comme prévu. Maxime sourit. Et après, partout. Partout? Le monde est grand, on a du temps à rattraper. Élise rit. Pour la première fois depuis des semaines, elle rit vraiment. Et quand Maxime l'embrassa sur le trottoir de cette rue bruxelloise, elle sut que tout allait bien se passer. L'histoire touche à sa fin, mais ne partez pas encore. L'épilogue va vous montrer où Élise et Maxime se retrouvent 5 ans plus tard. Lick, si vous voulez voir leur avenir ensemble. Et peine commenter. Pensez-vous qu'ils vont rester en Europe ou retourner à Paris? Dites-moi ce que vous en pensez. 5 ans plus tard. Paris, quartier du Marais. Le cabinet d'avocats portait un nom simple. Rousseau et Moreau. Justice pour tous. Petit. 3 pièces. Mais les murs étaient couverts de photos. Des clients souriants. Des articles de journaux. Des victoires. 112 affaires gagnées en 4 ans. 0 affaires perdues. Élise arrivait chaque matin à 9 h. Café à la main. Sourire aux lèvres. Elle n'était plus femme de ménage. Elle était avocate. Ça avait pris du temps. 3 ans d'études accélérées à la Sorbonne. Nuit blanche. Examen. Doute. 2 ans de stage sous la direction de Maxime, qui était un mentor impitoyable mais juste. Elle se souvenait de la première fois qu'elle avait plaidé. Ses mains tremblaient. Sa voix aussi. Maxime était assis au fond de la salle d'audience. Il ne souriait pas. Il ne hochait pas la tête. Il la regardait juste. Et ce regard disait « Je crois en toi ». Elle avait gagné ce jour-là. Depuis, elle n'avait jamais perdu. Mais elle l'avait fait. Pour les bonnes raisons. Pour les gens qui n'avaient personne d'autre. Et maintenant, elle défendait ceux qui n'avaient pas de voix. Comme elle autrefois. Ce matin-là, elle ouvrit la porte du cabinet et trouva Maxime déjà installé à son bureau. Chemise blanche, manches retroussées,
lunettes qu'il ne portait que quand il lisait. Tu es arrivé tôt. Nouveau cas. Il leva les yeux, sourit. Ce sourire qui la faisait encore fondre après 5 ans. Une employée de maison qui a été licenciée injustement. On prend le cas? Évidemment. Élise s'installa à son propre bureau, en face du sien. Comme toujours, ils avaient tout construit ensemble. Le cabinet, leur réputation, leur vie, l'appartement dans le Marais, le chat qu'ils avaient trouvé dans la rue un soir de pluie, les dimanches au marché, les nuits à préparer des dossiers jusqu'à 3 heures du matin, les disputes aussi, parce qu'ils étaient tous les deux têtus, passionnés, convaincus d'avoir raison. Mais même les disputes se terminaient bien. Au fait, dit Maxime sans lever les yeux de son dossier, j'ai réservé pour ce soir. Réservé quoi? Le restaurant où je t'ai promis un dîner il y a 5 ans. Il tourna une page, toujours sans la regarder. Celui avec les bougies et le vin. Élise leva les yeux. Sérieusement? Je tiens toujours mes promesses. Il leva enfin les yeux. Même celles qui prennent 5 ans. Tu te souviens? Je me souviens de tout. Il posa son stylo. De chaque mot, de chaque promesse, de chaque moment. Quelque chose dans sa voix. Quelque chose de différent. Maxime, qu'est-ce que... Il se leva, contourna son bureau, s'approcha d'elle. Et là, au milieu du cabinet, entouré de dossiers et de codes juridiques, il s'agenouilla. Le cœur d'Élise s'arrêta. Sortit une petite boîte de sa poche. Le cœur d'Élise s'arrêta. Maxime, on a commencé dans le chaos. Il ouvrit la boîte. Un anneau simple, or blanc. Je veux qu'on continue dans la clarté. Tu... Épouse-moi, Élise Moreau. Il sourit. Et continuons à changer le monde ensemble. Elle ne pouvait pas parler. Alors elle hocha la tête. Encore et encore. Il passa la bague à son doigt. Se leva. L'embrassa. Long. Doux. Parfait. Quand ils se séparèrent, Élise riait et pleurait en même temps. « Je t'aime, dit-elle. Je t'aime aussi. » Maxime essuya ses larmes. « Depuis le jour où tu as refusé 10 millions. Tu es fou. Complètement. » Ils s'embrassèrent encore. La porte du cabinet s'ouvrit. Une jeune femme entra. Timide, vêtements usés, 25 ans peut-être, mains gercées, regard baissé. Élise la reconnut immédiatement, parce qu'elle avait été cette femme. Il y a 5 ans. Excusez-moi. C'est ici le cabinet qui aide gratuitement? Élise et Maxime se séparèrent, se regardèrent. Un regard qui disait « Notre travail n'est jamais fini ». Puis Élise se tourna vers la femme, lui fit son plus beau sourire. « Oui, c'est ici ». Elle désigna une chaise. « Asseyez-vous. Racontez-nous votre histoire. » La femme s'assit, tripotait ses mains nerveusement. « Je ne sais pas par où commencer. Par le début, dit doucement Maxime. On a tout notre temps. Je travaille. Enfin, je travaillais dans un restaurant, comme serveuse. » Elle prit une inspiration tremblante. Le patron, il gardait une partie de nos pourboires, illégalement, depuis des années. « Combien ?» demanda Élise en sortant un carnet. « Je ne sais pas exactement. Peut-être 100 000 euros. Sur 5 ans. » Maxime et Élise échangèrent un regard. Ils connaissaient ce genre d'affaires. Difficile à prouver, longue, épuisante, mais nécessaire. « Vous avez des preuves ?» demanda Maxime. « Des fiches de paie, des témoins, d'autres serveurs qui... » Sa voix se brisa. « Qui ont peur de parler. Mais pas vous, dit Élise. » La femme leva les yeux, pour la première fois. Et dans ce regard, Élise vit quelque chose de familier. Du courage, né de la nécessité. « Non, pas moi. » La femme redressa les épaules. « J'en ai marre. De travailler 60 heures par semaine et de ne pas pouvoir payer mon loyer. De voir mes collègues se faire voler. De... » Elle s'arrêta, essuya une larme. De me sentir invisible. Élise sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ces mots, elle les avait pensés tant de fois. « Vous n'êtes pas invisible, dit-elle doucement. Elle posa sa main sur celle de la femme. « Pas ici, pas avec nous. » La femme pleurait maintenant, silencieusement. Maxime lui tendit un mouchoir. « On va prendre votre cas, gratuitement. » Il ouvrit un nouveau dossier sur son ordinateur. « Mais je dois être honnête avec vous. Ça va prendre du temps, des mois, peut-être 1 an. Je m'en fiche. » La femme se redressa. « Je veux juste que justice soit faite. »« Alors elle le sera, » dit Élise. Et pendant qu'Élise écoutait la cliente raconter son histoire, elle regarda la bague à son doigt. Simple, parfaite. Puis Maxime, qui prenait des notes avec cette concentration intense qu'elle aimait tant. Puis le petit carnet rouge encadré sur le mur, à côté d'une plaque gravée qui disait « Parfois, ce sont les plus invisibles qui voient pas le plus clair. » Élise prit des notes pendant que la cliente parlait. Des détails, des dates, des noms.
Maxime posa une main sur son épaule en passant. Un geste simple, familier, qui disait « Je suis là, toujours ». Et ensemble, ils se mirent au travail. Parce que le monde avait encore besoin d'être changé. Une affaire à la fois, une personne à la fois, une injustice à la fois. Plus tard ce soir-là, après que la cliente soit partie avec un dossier complet et de l'espoir dans les yeux, Maxime ferma la porte du cabinet, se tourna vers Élise. « Prête pour notre dîner ? Avec les bougies et le vin ? Et tout le reste ?» Il l'attira contre lui. « Je t'emmène dans le meilleur restaurant de Paris. Tu es sûr qu'on peut se le permettre ?» Elle rit. « On vient d'accepter un cas pro bono. On peut toujours se le permettre. » Il l'embrassa. Parce que certaines promesses sont sacrées. Ils marchèrent main dans la main à travers le Marais. Les rues étaient illuminées. Paris brillait comme toujours. Le restaurant était petit, intime, exactement comme Maxime l'avait promis. Bougies, vin rouge, nappe blanche. « Il y a 5 ans, dit Maxime en levant son verre, je t'ai fait une promesse dans un hôtel miteux à Bruxelles. Tu as fait beaucoup de promesses, mais celle-ci était importante. » Il sourit. « Je t'ai dit qu'on changerait le monde ensemble. Et on l'a fait. » « Non. » Il prit sa main. « On commence à peine. » Ils trinquèrent, burent. Et quand Élise regarda l'homme en face d'elle, cet avocat fou qui était entré dans sa vie avec un dossier et une détermination inébranlable, elle sut que tout avait valu la peine. Les nuits blanches, les menaces, la fuite, la peur, parce qu'elle avait trouvé quelque chose de plus précieux que la sécurité. Elle avait trouvé un but, et l'amour, et la certitude que même les plus petits d'entre nous peuvent changer le monde. Si seulement nous osons regarder, et parler, et agir. Fin.